théâtre en amateur quand j'avais 16 ans. Et puis à 17 ans, 18 ans, je suis rentré à l'École nationale de théâtre de Strasbourg en 1960. J'ai fait mes 3 années d'études là-bas, puis après, hop, ça y est, je suis arrivé, je suis venu sur Paris, et puis de là, c'est tout le travail qu'un comédien qui ne connaît pas du tout la capitale, et surtout qui ne connaît pas le fonctionnement, en fait, de la profession. Parce que ce qui se passe en province, à l'époque, de ce qui se passe à Paris, c'était tout à fait différent. Hein. Bon, on était des... Moi, je connaissais très très peu les gens de métier. Hein. Je voyais de temps en temps des spectacles qui passaient en province, mais le fonctionnement même et comment se lancer dans le métier, c'était des problématiques. Hein. Voilà. Et puis petit à petit, on rencontre des gens, et puis les tournées arrivent, et puis les engagements, tout simplement. Mais c'est surtout par le théâtre. D'accord, par le théâtre. Ah oui, j'ai quand même essayé, dans les années 65, on m'avait dit avec ta voix tu devrais faire du doublage, etc. Bon, d'accord. Alors j'étais frappé aux portes, comme on fait. Et là, j'étais pris de panique parce que je voyais des comédiens qui étaient des gars formidables dans le doublage, qui faisaient ça les mains dans les poches, la cigarette à la bouche. Ils regardaient 2 fois la bande rythmo passer et ils doublaient. Je dis mais jamais je y arriverai, jamais, c'est pas possible. En fait, j'étais pas mûr, puis j'avais pas le métier, j'avais pas la technique. Et j'ai été un peu effrayé. Ce qui fait que des années 65-66 jusqu'à 75, je n'ai pas mis les pieds dans un studio pour démarcher, parce que pour moi, ça me semblait un univers tout à fait différent du théâtre, etc. En fin de compte, c'est pas vrai, hein, c'est un métier de comédien. Dans notre métier, on a des possibilités, on a un éventail, d'activités qui est énorme. On fait du théâtre, du cinéma, de la radio, de la pub, des voice-overs, du cirque. On fait, à partir du moment où on a une préférence dans telle ou telle discipline, on fait notre carrière, mais avant tout, on est des comédiens. Un comédien, c'est le théâtre. Pour moi, c'est le théâtre au départ. Qui travaille avec des personnages. Et ces personnages, on les retrouve automatiquement quand on double. Et quand on s'imprègne de la personnalité d'un personnage, qu'il soit joué par Morgan Freeman ou quelqu'un d'autre, on essaye de comprendre psychologiquement qui il est, ce personnage, et pourquoi il a agi comme ça. Bon. Mais ça, c'est un autre domaine. On y reviendra plus tard. J'en arrive seulement. Pourquoi le doublage ? Parce qu'à l'époque, on tournait beaucoup en extérieur. Pour la télévision, il y avait que 2 chaînes, et encore. Jusqu'en 71, il n'y en avait qu'une, ou 69, il n'y en avait qu'une, je ne me souviens plus. Et on était obligé de se post-synchroniser en Audi, parce que les sons à l'extérieur n'étaient pas toujours... Il y a toujours un train ou un avion qui passe, ou une voiture, donc on se synchronisait soi-même en studio. Et un jour, donc dans les années 72, 75, un directeur de post-prod me dit « Mais enfin, Benoît, fais du doublage. Tu vois, tu y arrives très bien, puisque tu te doubles toi-même, tu as pigé la technique. Puisque quand on se double, c'est exactement la même chose. Hein. Votre texte, il passe sur la bande rythmo, et c'est la même chose, puisqu'il faut être synchrone avec soi-même. » En fin de compte, j'avais pris de la bouteille, un peu de métier, et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire des doublages. Voilà. Donc, je vous dis les années 72-75. Et puis après, ça a été des découvertes de dessins animés, enfin, il y a tout ce qu'on peut faire différentes sortes de doublage. Voilà. D'accord, très bien. Je fais une mini pause, c'est juste pour regarder ce qui est passé. J'ai tout simplement reçu un jour un coup de téléphone d'une boîte de production qui me dit « Monsieur Allman, on aimerait vous essayer sur Morgan Freeman. » Parce que je crois que le comédien qui le doublait habituellement, que je connaissais bien d'ailleurs, qui était un comédien, il faisait partie des griots. Les griots, c'est les comédiens d'origine africaine qui sont installés à Paris. On les appelle les griots. Les griots en Afrique sont les conteurs dans les villages, quoi. Et ils avaient décidé, les Américains avaient décidé peut-être de rajeunir sa voix. Ils vieillissaient un petit peu. Est-ce que c'était Med Hondo, je me permets juste non, c'était pas Med. Non, c'était pas Med. C'était encore un autre dont le nom de... Med est venu un peu plus tard. Il est venu presque en même temps que moi. Mais ça, vous savez, ça c'est autre chose. Les choses se passent en fonction des productions. Tout d'un coup, vous plaisez à une personne, vous plaisez pas à une autre, en fonction du major compagnie. Et moi, j'ai été mis un peu à l'écart à un moment. Bon, puis c'est Med qui a pris Morgan Freeman, que j'ai récupéré. En fin de compte, un film sur 2, à un moment, on le faisait. Lui de son côté, moi du mien. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 qu'il a fait. Autrement, moi j'en ai fait plus de 45, Morgan Freeman. Après ça, il était établi que
selon le terme, comment dire, voix officielle de, enfin bon, tout ça c'est. Mais vous savez, on est propriétaire de rien de toute façon dans le métier. Alors bon, donc, alors je fais cet essai. C'était donc en 92, c'était pour les évadés. Je crois 92-93. Et il y avait des tas de copains, de bons comédiens qui étaient là, et moi je me disais non, ils vont pas me prendre, etc. Et puis ils m'ont pris. Voilà. Et le premier grand film que j'ai fait de lui, c'était donc Les Évadés. Effectivement, oui, un très très grand film, oui, c'est magnifique, magnifique. Voilà. Très bien. Est-ce que, justement, pour faire le lien un petit peu avec ces personnes-là dans le doublage, est-ce que vous avez d'autres contacts avec des personnes dans le doublage? Vous connaissez d'autres personnes, c'est-à-dire du milieu, comme par exemple, je pense à des personnes pour qui la voix résonne particulièrement pour nous aussi en tant que public, par exemple Bernard Gabé, ou qui c'est qu'il y a encore? Il y a aussi le jeune Donald Renew. Oui, mais bien sûr, on se connaît, bien sûr. Donc vous entretenez, quel rapport vous entretenez avec eux? Est-ce que c'est des rapports tout à fait de confraternité, il n'y a aucun problème. Vous savez, dans ce métier, en fonction de la distribution des personnages à qui il faut attribuer des voix, ce sont des directeurs artistiques qui nous appellent, et quelquefois on se retrouve ensemble avec Donald ou avec d'autres, avec Patrick, Patrick Poivet, avec tous les grands du doublage. On se retrouve assez régulièrement. On a de très très bons rapports entre nous, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Et pour revenir donc aux Évadés de Franck Darabont, c'est donc, vous m'avez dit, votre première rencontre avec Morgan Freeman. Et comment s'est déroulé justement ce premier doublage et cette première rencontre avec l'acteur, entre guillemets? Oui, mais comme j'avais fait déjà beaucoup de doublages avant avec d'autres personnages, notamment avec John Holmes. John qui était un comédien noir américain magnifique, qui pourrait être le père d'ailleurs de Morgan Freeman. Je crois qu'il est décédé maintenant. J'avais déjà commencé à le doubler, lui. Donc j'étais déjà un petit peu dans la visée des comédiens français qui ont des voix pour les comédiens noirs américains. C'est bizarre. Mais encore maintenant, je ne fais que des noirs. On ne devrait pas dire noir puisque c'est interdit, mais disons des afro-américains, etc. Bon, c'est ce qui est beaucoup plus correct. Moi, je veux bien, mais enfin, moi, je suis un Indo-européen, alors bon, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Bon, bref. La rencontre avec Morgan Freeman, c'était sur ce film, il était à la fois conteur, puisqu'il racontait sa propre aventure, sa propre expérience, et il était en même temps acteur. Et ça, c'était formidable à faire. Parce qu'il y a eu ce côté un petit peu distancié de l'homme qui regarde ce qui s'est passé, qui compte son aventure, et tout d'un coup, on le retrouve la vivant son aventure. C'était un joli exercice de comédien à faire. Voilà. Et oui, puis notamment, on sait qu'il a été conteur aussi, narrateur pour des documentaires. Notamment, mais ça, il en fait plein. Celui sur les mystères de l'espace. Moi aussi, à ce moment-là, bien sûr. D'ailleurs, je crois que je vais bientôt le retrouver, parce qu'il refait une nouvelle série. Enfin, elle est déjà faite, mais elle va arriver seulement en France, puis on va la doubler, sur des personnages extraordinaires qu'il a rencontrés dans le monde. À un moment, il est parti à la recherche de Dieu, du Dieu des musulmans, du Dieu des hindous, du Dieu des Incas, bon, bref. Et puis c'est l'origine du monde, quoi. C'est une série magnifique. Et il y en a une autre que je fais en ce moment, et qui est David... c'est un astrophysicien américain aussi, qui est d'origine mexicaine et qui est assez extraordinaire, et qui raconte la découverte du cosmos. C'est fabuleux. Ça, c'est formidable à faire parce qu'on apprend des tas de choses. Complètement. J'en comprends pas la moitié, bien évidemment, mais il faut pas le dire. Complètement, parce que c'est notamment la série des mystères de l'espace qui est sortie, je crois, enfin le DVD qu'il a fait dessus, qui est sorti en 2010, je crois. On va le faire découvrir à notre public sous peu, parce que c'est quelque chose vraiment à voir. C'est une vulgarisation un petit peu de la science qui est très accessible pour un jeune public et pour notre public à nous aussi. L'autre astrophysicien, c'est Neil Armstrong. D'accord. Très bien. Voilà, qui est un personnage. Et là, c'est pour National Geographic. D'ailleurs, j'y vais demain. D'accord, très bien. En confinement, on n'a pas pu enregistrer, donc ils ont fait des sous-titrages parce qu'il fallait programmer. Et maintenant, on va faire les voix. Très bien, je vais le noter, ça. C'est un personnage aussi étonnant. Mais lui, c'est vraiment
Il n'est pas comédien du tout. Hein. Quoique, il Alors, pourrait l'être. Quand on le voit à l'image, c'est Armstrong. Comment il s'appelle? Neil Armstrong, oui. Ok. Il a un troisième nom, Neil Armstrong. Vous allez le trouver sur Internet. Oui, je vais trouver à partir de National Geographic, je vais Ouais. le trouver. Très bien, et ben, est-ce que justement avec toutes ces années avec, on va dire que vous avez passé avec Morgan Freeman, est-ce que vous avez un sentiment particulier qui vous lie justement à cet acteur depuis toutes ces années? Oui, vous savez, depuis 20 ans maintenant, hein, même plus que 20 ans, là, bientôt 25 ans, 26 ans, on voit le personnage évoluer. On le voit, et puis on connaît sa vie publique, sa vie d'homme. C'est un homme qui est très engagé sur le plan politique, sur le plan social. Sa lutte contre le racisme est évident. C'est un homme qui a d'une grande générosité. C'est l'homme qu'on aimerait avoir comme papa. Il est très protecteur, il écoute, il est jamais véhément. Il y a toujours la réflexion et la générosité. Et c'est quelqu'un, on aurait dû travailler ensemble l'année dernière, ça n'a pas pu se faire, hélas. Ah, dommage, oui. Oui, ça n'a pas pu se faire. Et je le regrette beaucoup parce que, bon, maintenant je crois qu'il est retiré dans son ranch, il élève ses abeilles. Et il va plus tourner maintenant, c'est terminé. Mais il a plus de 80 ans. Et oui. Son dernier film, notamment, oui, ça a été, je crois, si je ne me trompe pas, La chute du président. Il me semble que c'était son dernier. Oui. Et après ça, oui, apparemment, de ce que j'ai vu, voilà, il se retire, comme vous avez dit. Oui, il s'est retiré. Et tant mieux pour lui, parce qu'il a déjà eu une carrière, voilà, immense. Magnifique. Avec toujours des personnages. Bon, il a eu, mais comme toutes les stars, il a eu ses films. Je dis pour la sécurité sociale, hein, vous voyez ce que je veux dire, voilà, qui sont pas toujours des très très grands films, mais lui il est toujours impeccable. Oui. Il le porte sur lui, il est classe, c'est sobre et ses personnages se distinguent. Et jamais on ne le voit dans un rôle ambigu, sauf une fois, je n'ai plus le titre du film, je crois que c'est Orage ou Tonnerre, je ne sais plus trop quoi, où il est un pseudo-gangster qui va aller piller une banque pendant que la cité est engloutie par une tornade monstrueuse. Et à la fin, comme il se sent un peu coupable d'avoir dérobé l'argent des autres, il décide d'en partager la moitié avec les gens qui n'ont rien dans la vie. Ça, c'était pour ne pas avoir un rôle, comment dire, de méchant, de dégueulasse, quoi. Voilà, c'est Très bien. Justement, donc, on va parler de ce tournage qui aurait dû se faire, mais mis à part ça, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés, ou alors par visio ou... Non, on ne s'est jamais rencontrés. Pour moi, j'aimerais bien... et vous savez que dire face à un géant pareil, c'est lui dire, monsieur, moi je suis votre voix française, mais j'ai pas votre talent. C'est lui qui fait les millions d'entrées dans les salles. C'est pas le comédien français qui double. Il faut avoir un petit peu d'humilité aussi quelque part. Je dis ça aux comédiens d'une façon générale, mais comme pour moi d'ailleurs. Car on est là à leur service quand on le voit en grand écran comme ça. On est fournis. Ce sont eux qui ont fait le gros travail au départ. Mais maintenant, ce qui est à l'image, on ne peut plus le changer. Il faut donc être le plus proche possible et dans la sincérité, proche de ce qu'ils font. Donc si je le voyais, je ne parlerais pas métier, je dirais simplement, monsieur, bravo, merci, je vous aime. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Je ne vais pas me mettre en avant pour quoi que ce soit, c'est du bonheur d'avoir partagé votre parcours pendant des années d'une façon anonyme, un peu derrière dans un studio, mais alors, peu importe. Mais alors, on va saluer tous les jours son boulanger quand il nous fait des croissants extraordinaires, c'est pas vrai. On va manger le croissant, on le paye, on s'en va. On va rarement lui serrer la main. On l'adore d'ailleurs. Voilà. Mais oui, d'une façon ou d'une autre, il a fait partie de votre vie. Et... Un jour, je le voyais en studio, mais on a les images sont immenses. Hein, c'est comme si on était au Grand Rex, enfin, un grand cinéma, avec un écran de 20 mètres sur 30. Quoi. Et je regardais son visage et je voyais ces petits grains de vieillesse. Et je me dis, il vieillit. Hein. Et en moi-même, il y a une voix qui disait, et toi, con? Ben oui, et oui. En fin de compte, on vieillit ensemble. Quoi.
Mais c'est formidable. Mais j'aimerais quand même pouvoir lui dire, simplement que j'ai énormément d'admiration, de bonheur d'abord de l'avoir connu et d'être à son service, c'est tout. Et ce que nous aurions dû faire, c'était pas tourner ensemble, c'était sur la plage à Omaha Beach l'année dernière, de raconter lui en américain bien sûr et moi en français sur la plage d'Omaha Beach. À 11h du soir, au milieu, il y avait l'orchestre philharmonique d'Amsterdam. Et on racontait l'histoire du débarquement. Ah, ça devait être superbe. Et puis ça s'est pas fait. Alors qu'on était, les tractations étaient très très avancées au niveau des agents, des impresarios, etc. Et ça a été une déception, quoi. Mais je dois avouer, j'aurais eu la trouille. Oui, les premières répétitions avec lui, j'aurais... Et en fait, ça n'a pas pu se faire à cause de l'épidémie de Covid? Non, c'était l'année dernière. Ah, l'année dernière. Non, c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans. Non, vous savez, c'est quand il y a eu cette histoire de scandale aux États-Unis avec un certain nombre de stars, de producteurs, etc., d'attouchements sexuels. Ah, oui, il avait été mis en cause. Et puis d'ailleurs, ça s'est étouffé très vite. C'était vous savez, dans les studios, il y a des gestes quelquefois qui sont très, très lestes, et qui ne portent absolument pas à conséquence. Et tout d'un coup, on dit, ah là là, il a touché, il a fait ceci, il a fait cela. Et lui, tout de suite, il a dit, ben oui, quoi, à un moment, j'ai caressé une jeune femme qui était là, on était en amitié, etc. Puis ça s'est étouffé, ça s'est éteint. Oui, c'est ce que j'ai vu. Mais je me souviens à l'époque, j'avais à doubler sa voix sur un certain nombre de petits documentaires qu'il avait fait pour Walt Disney. Walt Disney les avait retirés parce que Morgan Freeman était, soupçonné d'atteinte aux bonnes mœurs. Ça, c'est la connerie américaine. Bon, on n'y peut rien, ils sont comme ça, ils sont comme ça. C'est du puritanisme du 19e siècle et surtout d'une immense hypocrisie. Voilà. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit actuellement. Il cède, moi j'appelle ça le tribunal médiatique. C'est que les médias s'enflamment et du coup, on l'a vu notamment pour c'est une affaire différente avec notamment le réalisateur James Gunn, un réalisateur de chez Marvel, qui a été viré de chez Disney pour des tweets un peu scabreux, on va dire. Et ensuite, il est revenu dessus, ils l'ont récupéré. Enfin, c'est vraiment il y a une justice, j'ai l'impression, de Twitter qui orchestre un peu tout ça et qui fait que les décisions sont prises à la va-vite et pas pour servir les acteurs. On essaie d'éviter avant tout ce qui pourrait ternir l'image d'une production, etc. Il faut éviter le scandale, donc on étouffe. Puis quoi? Puis plus on étouffe, et plus les gens se disent, attendez, s'ils étouffent comme ça, c'est que vraiment il se passe des choses monstrueuses. En fait. C'est un petit peu avec le scandale du Covid en France, hein, avec ces grands scientifiques médecins qui ne travaillent plus avec des patients depuis des années et qui sont dans des bureaux et qui se foutent sur la gueule avec des médecins, des patriciens qui sont, eux, sur le terrain, quoi. Arrêtez vos conneries, quoi. C'est dommage. Voilà. Tout à fait. Pour en revenir à Morgan Freeman, quel est le film où vous avez pris le plus de plaisir à doubler son personnage? Ah bah non, c'est Les Évadés. Ce sont Les Évadés. Oui, c'est Les Évadés. Il y en a un autre qui était le tout premier, quand il faisait partie des... Alors, il faisait des prestigitateurs, là. Ils ont fait 2 films à la suite, ou 3 films, où il était avec une bande d'escrocs qui faisaient des numéros de prestigiditation. Voilà. Insaisissable. Insaisissable. Là, il avait énormément d'humour, il était très drôle. Oui. Et un autre, quand il était avec ses 2 autres copains, qui décidaient d'aller c'est pas Los Angeles, ils voulaient s'échapper de leur... ils voulaient s'échapper de leur maison de retraite et de faire un braquage. Ah, oui. Et ils ont fait ce braquage. Et c'était très, très amusant. Et d'ailleurs, même aussi dans cette histoire de braquage, à la fin, pour sauver la morale, ils ont donné une partie de leur gain, ils l'ont donné aux maisons de retraite. Mais là, il y avait plein d'humour, plein d'humour et de finesse.
Ça, c'était des... Mais à chaque fois, pour moi, c'est du plaisir. Alors, donc... D'accord. Très bien. Donc, j'avais une petite question autour de justement Medondo. Oui. Et est-ce que vous le connaissiez et est-ce qu'entre doubleurs, on va dire, il peut y avoir de temps en temps alors une petite concurrence ou alors une petite concurrence amicale voilà, comment vous vous C'est entendez que Med, moi, je l'ai connu en 67. On faisait beaucoup de radio à la radio africaine. Mhm. Et Med était, je crois, de père mauritanien ou togolais, je ne me souviens plus. Mauritanien et de mère Franco-mauritanien, oui, bretonne. j'ai eu. Mauritanien. Il était et puis, on se retrouvait assez souvent, bon, donc à la radio. En doublage, non, très peu. Très peu. Mais oui, il y a une petite rivalité à un moment, parce que je me souviens d'avoir commencé un film, on avait fait le film annonce, et tout d'un coup, ils ont mis Medondo. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Bon, j'ai commencé un petit peu à deviner les choses. Med n'était pas du tout, d'ailleurs, en cause, hein, c'était pas lui. C'était des problèmes de production au niveau des major compagnies. Voilà. Donc, mais ça crée quand même, ça crée toujours un petit peu un petit froid, un petit malaise, quoi. Et autrement, on ne se voyait pas. On ne se voyait plus depuis des années, quoi. D'accord. Et lui avait ses activités, il était réalisateur, il a fait beaucoup de films très engagés d'ailleurs sur le racisme, sur l'Afrique, etc. Tout à fait. Après, on va quitter un petit peu le doublage cinéma. Au niveau du doublage notamment de jeux vidéo, quelle différence vous voyez entre le doublage de jeux vidéo et le doublage cinéma? Alors en jeu vidéo, il n'y a quasiment pas de doublage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lip-sync. On voit un petit peu de temps en temps des personnages, mais l'articulation de leur bouche, les labiales, les ouvertures, c'est 3 ou 5 ouvertures, c'est pas toujours très net. Ça n'a pas la précision, quoique sur certains grands jeux qui sortent maintenant, il y a une qualité de doublage qui est demandée. Mais on ne travaille pas dans des studios de doublage pour ces jeux. On est dans des tout petits studios. Et quelquefois, moi j'ai un Mac là, qui est assez grand. On travaille sur des Macs comme ça. On a le texte en dessous et on a le spectre de la voix anglaise au-dessus. Et on doit être au même rythme que la voix anglaise. On doit coller à la voix anglaise, puisque tous les jeux sont faits, même si ce sont des jeux français, ils sont enregistrés d'abord en anglais. C'est un problème de vente à l'international, etc. Donc c'est pas du tout le même principe que le doublage. Et surtout, dans les jeux, le texte anglais est beaucoup plus court que le texte français. Et ça, c'est un problème de mots, c'est un problème de formation de phrases, de création de phrases. Un texte français est 25% plus long qu'un texte anglais. Donc, quelquefois, tu es obligé de couper dans les adaptations, de prendre des raccourcis. Ce qui fait que, j'en reviens au doublage, quelquefois on nous dit que le doublage n'est pas bon. Mais non, l'adaptation est très difficile à faire. Voilà. Donc, le jeu, on n'a pas de... il faut être comédien, parce qu'en fin de compte, on ne connaît pas l'histoire. Le jeu, vous faites une fois une réplique au masculin, vous faites une fois une réplique au féminin, parce que le héros que vous guidez peut être une femme ou un homme, etc., etc. C'est de la technique, c'est de la mécanique. Quand on dit là, il meurt, alors bon, vous faites le gars qui meurt, là, il rigole, alors vous riez. Alors, il y a des enregistrements alors, où il faut faire des soupirs différents. Et les phrases, changer les phrases, puisque chaque phrase, en fin de compte, c'est parfois une indication de jeu pour le joueur. D'accord. Et dire, tiens, là-bas au fond, non, ouvre cette porte, non, pas celle-là, l'autre. Là, vous voyez, on guide, on doit jouer aussi quand même. C'est plus de l'enregistrement, en fait, d'émotions, d'enregistrement pour le jeu, plutôt que de l'adaptation, en fonction de ce qui se passe. Oui. On peut pas. Puis je dois dire que ce sont des jeux, en général, sont des jeux assez violents, parce que ce sont des jeux de guerre, toujours. Même s'il s'inspire de l'Antiquité. Là, je viens de faire un énorme jeu et je faisais Homère. Voilà, je cherchais le nom. Le poète Homère. Et c'était en fin de compte la guerre de Troie, l'histoire de la guerre de Troie. Et je lui dis, mais où sont les autres comédiens? Il dit, non, il n'y a pas d'autres comédiens, il n'y a que toi en narrateur. Les autres comédiens qu'on voit jouer dans le jeu sont sous-titrés. C'est pas joli. Alors, ça... Le travail perd de son charme, là. J'imagine, oui. Ah ouais, et même pour le joueur, d'ailleurs, je pense que ça va être bon.
Mais voilà, c'est comme ça. C'est pour des raisons certainement économiques. Parce que tout ça coûte très cher. Voilà. D'accord, et ben écoutez, pour le doublage, je pense qu'on est bien, que ça va permettre voilà, à notre public de vous découvrir et de découvrir votre parcours. J'ai une petite question avant de passer à votre actualité en ce moment. J'étais présent au Week-end Cinoche de Commentry l'année dernière. Ah oui, Et oui, ah oui, et je voulais savoir si pour une deuxième édition, bon, on sait qu'à mon avis, il n'y aura pas de deuxième édition cette année à cause du Covid-19, mais si pour une deuxième édition, vous serez prêt à revenir. ben, bien évidemment. Oh bah oui, c'était vachement sympa en plus. Et puis, l'animateur principal, dont le nom m'échappe, Alors j'ai perdu le nom aussi, ouais. moi c'était par une réalisatrice qui habite dans le coin et qui s'occupe aussi un peu, qui s'occupait du festival C'est-Laurence, ou Françoise Faucheux, je crois. Voilà, Françoise Faucheux, qui avait fait venir tout un tas il y avait un autre comédien avec moi, il y avait... Oui, j'ai plus son nom en tête, mais c'était le doubleur de Viggo Mortensen. Voilà. Et puis Laurence, non, Françoise Faucheux, on doit travailler d'ailleurs bientôt ensemble pour faire un commentaire. Et j'ai appris effectivement qu'il n'y aurait pas cette année la deuxième série. Ah ben non, mais s'il faut revenir, moi je reviens volontiers. Oh bah oui. Mais c'est toujours formidable, c'est toujours sympa des conventions comme ça. Oui. Parce qu'on découvre notre public, enfin. Et puis, je m'aperçois qu'il est important de parler un peu de notre métier et de ne pas laisser toujours la parole aux journalistes, qui quelquefois confondent le métier, la base de notre métier, enfin le comédien de base, dont je fais partie, des stars du cinéma qui, eux, sont des mythes, mais ils font pas le même métier que nous. C'est pas la même chose. Tout à fait. Et puis, je me souviens le petit exercice que vous avez effectué donc avec l'autre comédien c'était impressionnant et là-dessus c'est impressionnant de voir votre capacité d'adaptation pour directement. C'était un extrait que vous connaissiez à la base ou c'était purement de l'adaptation? Ah non, quand même pas. Non. Ah oui, bah c'était très impressionnant en tout cas. Vous savez, les trois quarts du temps, c'est un jeu. Notre métier, c'est jouer à jouer. C'est pas se prendre au sérieux. On fait faire notre métier sérieusement, mais on est quand même des gamins, même quand on joue une tragédie. Et je l'ai joué beaucoup. Bon, bref. Alors, en ce qui concerne votre actualité, donc dans ce moment, avec la pièce Dans le fourré. Alors, je voulais vous poser des petites questions là-dessus parce que vous allez pouvoir me dire si je me trompe. Je suis très curieux, moi, de ces pièces de théâtre où justement il y a un aspect un peu interactif avec la recherche d'un mystère. Ça m'a fait penser à la lecture de votre synopsis et du document que vous m'avez envoyé. On aurait dit que ça ressemblait un petit peu à couteau tiré de Ryan Johnson qui est sorti en décembre, un espèce de film autour d'une enquête, d'une petite enquête qui était très interactif lui aussi. Donc je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre adaptation théâtrale de Dans le fourré? Elle est très simple. On m'a fait découvrir la littérature japonaise et depuis ce temps-là, je lis beaucoup d'auteurs japonais et je trouve que c'est une littérature magnifique. Et surtout, on découvre le caractère japonais et ce sont des gens qui sont à la fois d'une pudeur extraordinaire et d'une violence tout aussi extraordinaire. Et c'est difficile de bien pénétrer, de bien les comprendre, mais c'est magnifique. Et Akugatawa, qui est l'auteur de Le Fourré, c'est un auteur qui est décédé dans les années 1920-1930, avait écrit tout un tas de nouvelles. La littérature japonaise est surtout faite de nouvelles. Il y a des grands romans, mais ils excellent surtout dans des courtes nouvelles. Vous avez des livres entiers où il y a 15 nouvelles différentes, etc. Et je suis tombé un jour Dans le Fourré, et qui est une enquête sur la personne qui a tué ce samouraï. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué en ce moment, je cherche mes mots. Et pourquoi l'idée m'est venue de me servir de cette nouvelle pour essayer de rentrer dans les conventions geek et Japan, etc. Parce que dans ces conventions, auxquelles je suis invité assez souvent, puisque j'ai fait pas mal aussi de mangas, j'ai doublé pas mal de personnages. Et puis bon, grâce à Morgan Freeman aussi, je suis invité comme mes copains pour parler de ces acteurs. Je me suis rendu compte que on mangeait japonais, il y avait la culture du
du bonsaï, il y avait les combats, il y avait les déguisements, les costumes, etc. Il y avait ce grand marché, ce marché africain, il faut bien le dire aussi. Et puis, et la littérature japonaise, alors le théâtre, il n'y a rien. Et j'ai proposé à la Japan Expo, à Natsu de Toulouse, à Sébastien Laurence, qui avant faisait partie du TGS, qui maintenant a monté Popcom, qui a monté une autre société. J'ai dit, écoute, moi je te propose ça pour la prochaine convention. Tu m'as invité pendant 2 jours, je le fais dire, oui, non, on n'a pas les moyens, on n'a pas ceci. Parce que, bon, les difficultés financières de l'époque. J'ai dit, écoute, on va faire un test, on va essayer. Et dans le lieu où on jouait, dans le lieu où avait cette Japan Natsu, il y avait un petit amphithéâtre. Et du ben, on va jouer là. Et j'ai vu arriver, bon, il y a eu les annonces, bien sûr, publicitaires. J'ai vu arriver des garçons et des filles déguisés. Ils sortaient du cosplay, ils arrivaient là, et ils étaient avec les grands-pères, les grands-mères. Et puis ils se sont mis à écouter. Et à la fin, c'était du délire, parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient quitté le virtuel. C'est-à-dire qu'il y avait un mec en chair et en os devant eux, un peu habillé à la japonaise, qui leur racontait un conte japonais, une histoire japonaise, une enquête policière japonaise. Et je leur demandais à la fin, alors qui a tué, d'après vous? Et là, ils ont tous donné leur point de vue et soulevé des problèmes. Ben oui, mais monsieur, à un moment, vous avez dit dans tel personnage, vous avez dit qu'il y avait ceci, ah ben non, vous avez dit qu'il y avait ça. Et le spectacle dure 45 minutes, mais le débat après fait une demi-heure. Et à un moment, on dit, écoutez, il faut arrêter maintenant. Et on n'arrive pas à savoir véritablement qui a tué. En fait, vous avez 6 personnages. Ça commence par un bûcheron qui découvre le cadavre d'un samouraï assassiné. Ensuite, vous avez un moine qui dit, bah oui, tiens, je l'ai rencontré la veille. Ce samouraï, il était avec une femme à cheval. Et puis arrive c'est pas un tueur à gage, c'est un gars qui va chercher les bandits, comment on appelle ça, un commissaire, non, pas un commissaire, non, c'est pas un commissaire, non, c'est pour le pognon, c'est comme aux États-Unis, où un huissier. Un chasseur de primes. Un chasseur de primes. Chasseur de primes. Qui dit, je crois que je l'ai arrêté, le gars qui a tué celui que vous avez trouvé hier, parce que ça fait longtemps que je le piste, celui-là. Il ne faudra pas oublier de me payer. Hein. Après lui arrive la belle-mère du samouraï qui est mort, qui a été tué, qui dit, oh, c'était un gentil garçon, ce samouraï. Vraiment. Et on se dit, attends, ils nous font tous un portrait de ce samouraï assez étonnant. Arrive après le tueur, qui a été raté, qui dit oui, c'est moi qui l'ai descendu parce que il voulait pas me laisser sa femme, et sa femme, bien sûr, je l'ai violée. Mais en fin de compte, elle était bien contente. Et puis à la fin, elle m'a demandé de rester avec elle. Et c'est quoi ça? Après arrive la jeune femme du samouraï qui a été violée et qui fait un récit tout à fait différent. En plaignant son pauvre mari qui a été, en disant c'est moi qui l'ai tué parce qu'il souffrait tellement que, bon bref. Et le dernier, c'est le samouraï lui-même qui vient dire ce qui s'est passé. Et tout ce qu'il dit détruit les témoignages des 6 autres. À chaque fois, il y a des petits indices parsemés partout. Des tout petits indices. Et chaque personnage est en scène. Bon, j'ai une espèce de tenue japonaise très simple. C'est simplement une étole de couleurs différentes qui colle à la profession, ou à ce que peut être, par exemple, le moine a une étole, évidemment, orange-rouge, orangé de tous les moines tibétains, le bûcheron, c'est son truc vert, etc., etc. Donc, j'emmène les spectateurs dans cette découverte. Et moi, je prends un énorme plaisir à jouer ces personnages différents. Chaque petite séquence dure 7 à 8 minutes, et à chaque fois, il y a un petit interlude musical, japonais, bien sûr, où je vais changer d'étole pour passer à un autre personnage, etc. Et là, je suis en pourparlers avec Marseille, avec Troyes pour l'année prochaine. Je devais la donner à Troyes. Il y a juste le jour du confinement, on l'a pas fait. Je devais la donner à Clermont-Ferrand, on n'a pas pu le faire. Donc tout a été remis en question. Et là, je devrais théoriquement faire une présentation à Paris dans un petit théâtre, au Théâtre de la Boussole, peut-être à la rentrée. Voilà. D'accord. Alors, si on veut vous contacter justement pour la réalisation d'une de ces pièces, comment on doit faire? Parce que, alors, nous, on a une petite convention qui s'appelle la Geek Expo,
dont la première édition devait avoir lieu cette année, malheureusement donc annulée à cause du coronavirus. Ouais. Et donc je pense, sauf, je suis pas encore sûr, hein, mais sauf grande nouvelle, on devrait la reporter l'année prochaine. Et dans Ouais. ce cas-là, je pense que, on va dire, cette Mais pièce de vous êtes où, théâtre. vous êtes dans quel coin, vous? Alors, donc moi je suis sur Clermont-Ferrand, mais Oui. donc cette Geek Expo, elle se fait à Annemasse, Ah, d'accord. frontière suisse. Ah, d'accord, ouais. Le côté, oui, le côté suisse. Non, le côté français, là. Côté Oui, français, du oui. lac. Oui, oui, d'accord. Oui, bah, je connais. Moi, ah oui, non, non, mais volontiers. La seule chose, c'est qu'il faut trouver un endroit dans ce lieu de convention qui ne soit pas trop bruyant. D'accord, je vais Parce noter que ça. dans les conventions, ça hurle, hein. Mhm. Il y a la musique, Ah il y oui, a tout, il y oui. a des annonces au parleur, etc. Il faut trouver un endroit où euh, on puisse être, je ne dis pas confiné, parce que le terme est mal choisi en notre époque, hein, mais autrement, on ne peut pas jouer, hein. On ne peut Mhm. pas être concentré. Mhm. Et ça, c'est la difficulté du lieu. C'est trouver D'accord. au sein même de ces halls d'exposition, c'est trouver un endroit assez fermé, même s'il pouvait être complètement fermé, Mhm. pour éviter le. Et avec 100 ou 200 places, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Et puis si on a une proposition à vous faire, je pourrais Et tout vous à l'envoyer fait, à mais votre bien adresse sûr, email. bien Ok, sûr, très oui, bien. oui, bien sûr. Je vais noter ça. Hop. Ah, vous avez mes coordonnées, hein, Oui, sur le. oui. Mm. Hop, très bien. Super. Alors, bien. Et ben, je pense que pour dans le fourré, on est bien. Est-ce que dans la mise en scène, vous avez eu une inspiration, on va dire, particulière pour mettre en scène cette pièce, ou vous êtes resté très fidèle à... Voilà, ça y est, c'est fait. Pas de souci. Est-ce que vous avez eu une inspiration particulière pour la mise en scène, ou alors vous avez bien suivi à la lettre ce que proposait l'auteur dedans le fourré? C'est-à-dire, c'était déjà tellement euh, bien précisé dans le texte, il était très facile de faire une adaptation théâtrale, hein, puisque chaque personnage venait déposer devant un lieutenant instructeur qu'on ne voit pas, qui est dans la salle, on ne le voit pas. Mhm. Il y a un sbire qui est là aussi sur le côté, mais on ne le voit pas. Je joue comme s'il y avait deux interrogatoires, deux enquêteurs. Euh, non, la seule idée, je me suis dit comment faire pour différencier ces personnages et surtout jouer les deux femmes. Euh, il n'est pas question de travestir sa voix, parce que je ne peux pas, moi, je ne peux pas prendre une voix de tête pour jouer. Puis ça deviendrait de la caricature, ça serait bête. C'était simplement l'idée, c'était les écharpes, les étoiles, Mhm. pour, pour aider les spectateurs à cerner et à suivre le cheminement de l'auteur, tout simplement. Et l'auteur, à la fin, dans la nouvelle, car lui-même pose la question, il dit mais qui a tué véritablement, il ne le sait pas. Il dit que tout cela se passe dans un lieu, le Fourré, qui est un lieu assez peuplé de personnages diaboliques, d'esprits malveillants, etc. Donc on retombe un petit peu dans la mythologie, enfin, etc., etc. Mhm. Là, j'y fais un tout petit peu allusion. Mais c'est le problème de ce que disaient les petits jeunes. Ils disaient, mais monsieur, comment pouvez-vous dire que à tel moment il s'est levé et puis il a pris le poignard qui était par terre ou il a entendu un bruit, etc. Je dis, écoutez, quand un témoin, vous êtes à un carrefour, il y a un accident. L'accident vient de se produire. Vous vous tournez à cause du bruit, vous voyez quelque chose, mais vous voyez la finalité. Vous n'avez pas pu voir ce qui s'est passé. Et le problème, c'est de savoir ce qui s'est passé avant. Mais il y a peut-être un autre témoin qui, lui, était avait un autre angle de vue, et il a vu les deux voitures. Et ces deux témoignages vont se confronter, Tout à fait. vont s'ajouter, et c'est comme ça qu'on bâtit une enquête. Et c'est là où c'est amusant. Surtout que l'auteur s'amuse à la démolir, cette enquête. Voilà. Mais il faut donner l'impression que chacun a sa vérité. D'ailleurs, chacun a sa vérité. Mhm. Le difficile, c'est de faire en sorte qu'ils avouent à la fin que ben non, ils n'en ont pas. Voilà. Très C'est bien. la maîtrise de l'auteur, ça, c'est autre chose. D'accord. Donc, pour moi, mon travail était très simple. Mhm. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets après cette pièce? D'autres projets dans différents milieux, hein, le milieu audiovisuel ou alors toujours dans le milieu théâtral? Ben,
Non, pour le moment, je suis axé sur ça. Vous savez, nous, on a été pendant 3 mois, là, il ne s'est rien passé depuis le mois de mars. Donc, toutes les affaires sont arrêtées. Les projets de théâtre et les projets de tournage, on ne les connaît pas. On ne sait pas. D'accord. Et moi, j'ai un agent qui me dit, mais on ne sait même pas. Ah oui, pour l'instant, c'est encore Ça va reprendre vers le mois de septembre. Oui. Parce que maintenant, le temps de faire en sorte qu'une équipe de tournage puisse travailler normalement sans masque, c'est impossible. C'est impossible. Bon. Puis je pense que ce qui va être prioritaire, à mon avis, ça va être aussi reprendre tout ce qui a été arrêté avant, a posteriori, avant de faire justement je pense, de nouveaux projets. Ben, bien sûr, c'est achevé ce qui était déjà en route. Et achevé par un film tourné en extérieur au mois de mars, vous n'allez pas le reprendre au mois de septembre. La flore n'est plus du tout la même, l'éclairage et la lumière ne sont plus. Vous voyez, il faut changer les scénarios même quelque fois. Ça a faussé après le. Il faut retravailler. Oui. Donc, difficile. Difficile. Donc non, pour le moment, j'ai pas. Puis je vais vous dire, j'arrive j'ai 78 berges, je commence à fatiguer un peu. Alors, déjà, tous les jours, je travaille. Tout à l'heure, j'ai un boulot demain, tous les jours, je travaille, mais une pièce de théâtre comme celle-ci, là, avec 45 minutes, c'est très fatigant, parce que c'est de la concentration permanente. Là, aujourd'hui, parce que je suis un petit peu fragile en ce moment, aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Mais au mois de septembre, là, j'aurais retrouvé la pêche, je pourrais me lancer complètement dans cette aventure. Je vous le souhaite. Voilà. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, donc je pense que tout est bon. Je mets ça